Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les facteurs perturbateurs de santé psychologiques et environnementaux. Nous allons voir ensemble comment vous protéger des maladies et les erreurs à éviter à tout prix pour être en bonne santé. Ce sont des règles simples et qui s'appliquent à tous les cas. Je suis Grégory Mangano, auteur et éditeur d'une trentaine de livres dans le domaine de la santé, fondateur du site internet solutionsanté.net et organisateur du sommet de médecine naturelle. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous protéger des facteurs environnementaux qui nuisent à notre santé, ainsi que les facteurs psychologiques et émotionnels. Nous verrons comment les identifier, comment les éviter, quelles sont les solutions et les alternatives qui sont saines pour notre santé et pour la planète. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons vu que notre état de santé est lié au bon fonctionnement de nos émonctoires, qui sont les portes de sortie du corps. S'ils s'encrassent et qu'ils ne fonctionnent pas bien, cela cause des problèmes de santé. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur les émonctoires, je vous suggère d'aller la regarder maintenant, avant de continuer cette vidéo, afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles nous tombons malades. Il y a seulement 3 grandes causes de maladie, 3 générateurs de problèmes de santé. On les appelle les 3 FPS, les facteurs perturbateurs de santé. La connaissance des FPS vous permettront de réduire considérablement les risques de maladies et de cancer, avoir un système immunitaire plus performant et de réduire les inflammations, soulager les douleurs sans médicaments, dominer l'anxiété et le stress, de mieux dormir et donc de réduire la fatigue et avoir plus d'énergie, et bien plus encore. Le bon fonctionnement de nos émonctoires et de notre état de santé dépend de ces FPS. La cause d'une maladie vient donc forcément de l'un d'entre eux et il faut tout faire pour 1. Apprendre à les reconnaître car ils se cachent dans notre quotidien et nous les côtoyons tous les jours, mais sans même plus nous en rendre compte. Et 2. Apprendre à les éviter afin de réduire leur impact sur l'organisme et diminuer les risques de maladie. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Sur les 3 FPS, nous allons parler de 2 d'entre eux. Il s'agit des facteurs perturbateurs de santé psychologique et environnementaux. Ce sont des informations qui sont capitales pour notre santé et que pourtant la plupart des gens ignorent et qui ne sont connues que par les professionnels de santé. Dans un instant, vous aurez vous aussi accès à ces révélations étonnantes et précieuses pour votre santé. Vous apprendrez par exemple quel est le facteur le plus destructeur de santé et comment vous en protéger, les erreurs les plus courantes et comment les éviter, les outils efficaces contre les divers stress qui garantissent une récupération plus rapide, quels sont les dangers des facteurs environnementaux et comment y remédier, ce qu'il ne faut jamais faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quelles précautions devez-vous prendre? Comment économiser de l'argent grâce à des solutions simples et naturelles? Et bien plus encore. Je vous recommande de prendre des notes car la vidéo est courte mais très riche en contenu. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les facteurs perturbateurs de santé, environnementaux et psychologiques. Donc dans la vidéo précédente sur les émonctoires, on a vu la notion de FPS, qui veut dire facteurs perturbateurs de santé. Les FPS sont des facteurs de nuisance qui encrassent nos émonctoires, qui sont en fait les portes de sortie du corps et qui causent des problèmes de santé. Je vous conseille de regarder la vidéo précédente sur les émonctoires pour mieux comprendre comment ça fonctionne et les raisons pour lesquelles nous tombons malades et pourquoi les facteurs perturbateurs de santé sont liés aux émonctoires. On a vu par exemple que la cause d'un problème de santé vient forcément de l'un des 3 FPS, aussi appelés facteurs d'encrassement. Donc aujourd'hui nous allons parler de 2 d'entre eux qui sont les facteurs environnementaux et psychologiques. Donc voici un petit sommaire de ce que nous allons parler dans cette vidéo. Donc concernant les facteurs environnementaux, eh bien, on va voir que ce sont des facteurs d'encrassement de nos émonctoires qui nous entourent, que nous côtoyons au quotidien et qui se retrouvent dans notre environnement. On va par exemple parler du Wi-Fi, des téléphones portables, des ondes électromagnétiques et des diverses pollutions domestiques, donc tout ce qui se retrouve dans notre maison. Et on va voir qu'il y en a beaucoup. Et on va voir également les solutions et les alternatives à ces problèmes. De quoi va-t-on parler
pour les facteurs psychologiques ou émotionnels. Eh bien, on va voir que ce sont des facteurs d'encrassement qui sont essentiellement constitués de stress divers, que ce soit familial, professionnel ou social. Les facteurs psychologiques ou émotionnels sont très importants et il ne faut surtout pas commettre l'erreur de les prendre à la légère, parce qu'on va voir ensemble que, en fait, tout problème de santé, avant de devenir physique et de s'installer dans notre corps, a d'abord été d'ordre énergétique puis psychologique. Donc tout commence d'abord dans la tête, avant de se traduire ensuite dans le corps, ce qu'on appelle psychosomatique. Et certains spécialistes pensent que 80 à 95% des problèmes de santé commencent d'abord dans la tête et sont donc psychosomatiques. On va voir tout ça ensemble, mais d'abord nous allons parler des facteurs environnementaux. Je voudrais commencer par une petite histoire qui est importante pour moi parce qu'elle a été l'élément déclencheur de beaucoup de choses qui ont suivi dans ma vie par la suite. C'est l'histoire de mon urologue. Il n'y a pas si longtemps, je souffrais d'inflammation chronique et après avoir fait quelques examens, on a constaté une inflammation de la prostate. On m'a donc conseillé d'aller voir un urologue et là, ce qu'il m'a révélé m'a vraiment fait froid dans le dos. À ce propos, j'en profite pour en faire une petite parenthèse à ce sujet. Si vous souffrez d'un problème de santé, je vous recommande toujours d'aller voir d'abord votre médecin, parce que déjà un diagnostic ne peut être effectué que par un médecin de la médecine allopathique, et donc seulement ensuite aller voir un professionnel de santé naturelle pour voir les diverses solutions naturelles qui s'offrent à vous si elles sont possibles. Donc pour revenir à notre histoire, ce qu'il m'a dit m'a vraiment fait froid dans le dos. Il m'a dit, donc après avoir fait les examens, écoute, ça va, tout va bien, t'as pas de cancer. Et là je le regarde, vraiment étonné, je lui dis heureusement, j'ai à peine la trentaine. Et il me répond, oui, mais tu peux pas savoir le nombre de jeunes qui viennent me voir et à qui je diagnostique un cancer des testicules ou autre chose. Ah bon, je lui dis, et pourquoi, à votre avis, d'où ça vient? Et là, il me parle des ondes Wi-Fi, téléphone portable, dans la poche, produits chimiques qui sont dans notre alimentation, tous les produits chimiques qui nous entourent, qui sont dans notre maison, dans notre environnement, les produits domestiques, le stress, etc. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. En ce qui concerne l'alimentation, le sujet est tellement vaste qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. On consacrera une vidéo rien que pour ce sujet qui est vraiment passionnant. J'ai vraiment été étonné que ce médecin, urologue, qui consulte dans un hôpital privé, me donne ce type d'explication, parce que c'est assez rare pour un médecin. En plus, il m'a donné un traitement naturel, plein d'excellents conseils. C'est vrai que ce sont des sujets dont on ne parle pas beaucoup, et pourtant qui sont très importants pour notre santé. Par la suite, je lui ai demandé si je pouvais l'interviewer, et il a accepté. Et d'ailleurs, je raconte cette histoire un peu plus en détail sur solutionsanté.net. Et là, il nous donne des conseils en prévention et aussi des remèdes naturels pour se soigner dans sa spécialité, l'urologie, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et vous retrouverez cette interview sur le site www.solutionsanté.net. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les facteurs environnementaux se sont fortement développés depuis la révolution industrielle dans les années 40. Depuis, on est envahi par les produits industriels et par le développement des technologies électroniques qui sont basées sur les ondes. Parmi ces facteurs environnementaux, il y en a beaucoup auxquels on ne pense pas parce qu'ils font partie de notre quotidien depuis toujours. Et d'autres qu'on ignore parce qu'ils sont plus subtils, invisibles, comme les pollutions électromagnétiques par exemple. Ils sont souvent ignorés et pourtant, ils sont parmi les plus nocifs. La plupart des gens sont souvent inconscients des dégâts occasionnés par toutes ces pollutions invisibles et certaines études dévoilent qu'on pourrait le payer dans les générations futures. On rappelle que l'homme est un tout qui est composé de matière physique mais aussi de lumière et d'énergie et que ce tout est en interaction permanente avec tout ce qui l'entoure, que ce soit avec des éléments plus matériels ou plus subtils.
Il y a bien sûr des pollutions dont on ne peut pas se préserver, comme les pollutions atmosphériques. Si on habite en ville, eh bien, inévitablement, on respire des gaz d'échappement et d'autres polluants. Si c'est le cas, eh bien, il faudra compenser par des moments de ressourcement dans des endroits où l'air est plus pur. Mais par contre, il y a d'autres pollutions, comme les pollutions domestiques, dont on va parler un petit peu plus tard, ou les ondes électromagnétiques, dont on peut apprendre à se préserver. Et on va voir comment. On va parler du Wi-Fi et des téléphones portables dans un instant, mais pour bien comprendre les effets des ondes du Wi-Fi et de celles des téléphones portables, je dois d'abord vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est une onde électromagnétique. Vous verrez que ça aura plus de sens pour la suite. Donc déjà, une onde, qu'est-ce que c'est ? C'est une vibration qui se propage dans l'espace. Quand on jette un caillou dans une mare, on voit qu'il se forme des petites vagues à la surface. Donc ça, c'est une onde mécanique visible. Il existe d'autres ondes mécaniques, comme les ondes sonores qui viennent frapper notre tympan, les vibrations mécaniques d'un engin qui se déplace sur le sol, les ondes sismiques lors des tremblements de terre, etc. Les ondes électromagnétiques, elles, sont invisibles. Ce sont les ondes de la lumière, les ondes radio, les infrarouges, les ultraviolets, etc. Elles transportent l'énergie sous forme d'un champ électrique E associé à un champ magnétique H. D'où le nom champ électromagnétique, qui est souvent abrégé par les lettres CEM. On classe les ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence. En gros, il existe 1. Les ondes d'extrême basse fréquence. Elles vont de 0 à 10 kHz, ce sont celles de notre courant électrique et de nos électroménagers courants qui fonctionnent à 50 Hz. Les ondes de fréquence moyenne qui vont de 10 kHz à 300 MHz, qui couvrent les fréquences radio, celles des ordinateurs, de la télévision, l'électrothermie industrielle et médicale, etc. Et 3. Les ondes d'hyperfréquence ou de haute fréquence, qu'on appelle aussi micro-ondes, qui vont de 300 MHz à 300 GHz. Ça, c'est par exemple les ondes des fours à micro-ondes qui ont une fréquence de 2450 MHz, les ondes des téléphones portables qui vont de 900 à 1800 MHz, celles des radars de gendarmerie, civils et militaires qui ont une fréquence de 30 GHz, ou encore celles des antennes de téléphones mobiles ou celles des satellites. En fait, quand on parle de nocivité des ondes électromagnétiques, on parle du rayonnement du champ qui est émis par ces ondes. Il faut faire la différence entre le champ électrique et le champ magnétique. Pour un champ électrique, par exemple, lorsqu'un appareil est branché sur le réseau, le champ électrique est toujours présent, même si l'appareil est éteint. Pour arrêter ce champ électrique, il faut carrément débrancher la prise. Alors que le champ magnétique disparaît quand on coupe le courant, parce que c'est le passage du courant électrique qui crée le champ magnétique. Par contre, la plupart des matériaux de construction protègent un petit peu de ces champs électriques, mais les champs magnétiques passent à travers tous les matériaux courants. S'il y a un champ électromagnétique, il y a de l'énergie. Et cette énergie varie en fonction de la fréquence de cette onde. Les hautes fréquences font chauffer la matière. C'est comme ça qu'on peut évaluer par exemple les effets des micro-ondes sur les tissus vivants. Les scientifiques ont donc pu établir un DAS, donc un débit d'absorption spécifique. Et quand on achète un téléphone portable, par exemple, il faut choisir avec un DAS qui est le plus bas possible, qui voudra dire que quand on est en contact avec le téléphone, la température sera moins élevée. Mais il faut savoir que les normes de tolérance à l'exposition de ces champs électromagnétiques ne tiennent compte que des effets thermiques des ondes, et pas des effets biologiques ou physiologiques qui sont liés aux expositions à long terme. On est tous soumis en permanence à des micro-ondes naturelles, mais il faut savoir que la puissance des micro-ondes artificielles, à laquelle nous sommes couramment soumis, est de l'ordre de 2 millions de fois plus que les ondes naturelles. On constate aussi qu'en Europe, les normes officielles varient beaucoup d'un pays à l'autre. En France, par exemple, on autorise une exposition au champ électrique de 41,2 volts par mètre. En Belgique, c'est la moitié, 20,6 volts par mètre. Alors qu'en Suisse, la norme est de seulement 4 volts par mètre. Et les scientifiques qui se sont penchés sur la question donnent une tolérance de 0,614 volts par mètre. En Autriche, par exemple, dans le canton de Salzbourg, on ne tolère que
0,194. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On constate par exemple le même type d'aberration pour les normes d'exposition aux champs électromagnétiques de fréquence 50 ou 60 Hz ou au micro-ondes. Et de toute manière, ces normes ne sont pas adaptées aux expositions à long terme. Une étude très sérieuse qui a été réalisée entre 1960 et 1985 sur une population de 436 000 personnes qui vivaient à moins de 300 mètres d'une ligne à haute tension a conclu qu'il y avait une augmentation du risque de leucémie chez les enfants de moins de 15 ans. Une autre étude réalisée en Suède a montré qu'une exposition au-dessus de 1 milligauss augmente le risque de développement du cancer du sein chez la femme d'environ 20%. Quant au champ électrique, une étude récente démontre une augmentation significative du risque de leucémie chez l'enfant à partir de 10 volts par mètre. Cette étude a été réalisée à partir des emplacements des lits d'enfants, ce qui veut dire une exposition d'une durée minimum de 8 à 12 heures par jour. Pour rappel, on a vu que les seuils de tolérance en France étaient de 41 et en Belgique étaient de 20 volts par mètre. Parlons maintenant des ondes Wi-Fi et de celles des téléphones portables. On va d'abord voir les problèmes que ça engendre sur le corps et ensuite on parlera des solutions et des alternatives parce qu'elles sont peu connues mais rassurez-vous, il y en a. Les ondes du Wi-Fi sont des hyperfréquences ou bien des micro-ondes d'extrême basse fréquence qu'on appelle ELF et elles sont similaires à celles des téléphones portables. Leur nocivité a été démontrée notamment par le rapport scientifique BioInitiative. Des études très sérieuses ont prouvé que les micro-ondes et les extrêmes basses fréquences sont toxiques parce qu'elles désorganisent les processus physiologiques et détruisent les structures biochimiques. Le principal problème des ondes électromagnétiques, c'est qu'elles perturbent l'ensemble des signaux qui sont émis par notre réseau nerveux. Il faut savoir que notre corps est commandé par un vaste réseau électromagnétique qui est constitué par l'ensemble de nos neurones et qui est commandé par notre cerveau. Et les ondes électromagnétiques perturbent les échanges intercellulaires. Et quand la communication entre les cellules ne se fait plus convenablement, ce sont toutes les fonctions physiologiques du corps qui sont atteintes. On a relevé 4 conséquences qui semblent préoccupantes. Premièrement, la perte d'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique. C'est une sorte de barrière qui protège le cerveau de certaines substances indésirables. Il faut savoir que dans notre cerveau, on a des petites particules de magnétite. Ce sont des espèces de micro-aimants qu'on appelle des magnétosomes. Et ils sont présents par millions au niveau des méninges, donc dans notre cerveau, et dans toutes les cellules vivantes, y compris les neurones. Et donc, ces micro-aimants ont un champ magnétique propre. Et comme tout aimant, ils réagissent en présence des champs électromagnétiques. Et donc, ces champs électromagnétiques perturbent nos micro-aimants et ça joue un rôle dans la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique qui doit normalement arrêter la plupart des produits nocifs et protéger notre cerveau. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'étude du docteur Belpomme à ce sujet. Deuxièmement, lorsque le cerveau est soumis à des champs électromagnétiques, on voit parfois l'apparition de micro-œdèmes, donc un phénomène inflammatoire. Et quand ce phénomène devient chronique, ça entraîne un déficit immunitaire. Ça a été aussi mesuré et rapporté par les scientifiques. Et encore une fois, d'après le docteur Belpomme, qui est quand même le président de l'ARTAC, l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, cet affaiblissement des défenses immunitaires pourrait expliquer l'apparition de certains cancers. Troisièmement, les chercheurs affirment que les champs électromagnétiques perturbent la sécrétion de la mélatonine. Vous savez, cette hormone qu'on produit lorsqu'on doit dormir. Si la mélatonine est perturbée, ça entraîne des troubles du sommeil et des dépressions. Quatrièmement, on est maintenant certain que ces champs électromagnétiques provoquent aussi des perturbations dans les échanges membranaires et des dommages génétiques. À part cela, on a aussi noté des problèmes de santé comme des maux de tête, des nausées, des pertes d'appétit, dépression, irritabilité, troubles du sommeil, vertige, altération de la peau, des troubles de l'humeur, jusqu'à certains cancers du cerveau, thyroïde, etc. On a aussi constaté que les ondes électromagnétiques provoquent des ruptures de communication entre les cellules et l'ADN. On a constaté par exemple qu'un fœtus exposé aux radiations émises par les téléphones portables présentait des anomalies de certains gènes.
Et on a constaté que ce sont exactement les mêmes gènes qui sont endommagés chez les enfants autistes. Donc, comme bien souvent, il faut protéger les enfants parce qu'ils sont plus sensibles à tout ça. Autre point maintenant sur les bactéries. Est-ce que vous avez déjà entendu que les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques? On a dit que c'était parce que on avait trop abusé des antibiotiques ces 30 dernières années, ce qui est certainement vrai, mais ça n'explique pas tout. Il y a une expérience qui a été réalisée par un grand spécialiste suisse qui mène des recherches sur les bactéries. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des bactéries sous une cage de Faraday, qui protège des ondes électromagnétiques. Il a mesuré la quantité de toxines émises par ces bactéries et ensuite il a enlevé cette cage de Faraday et donc les bactéries n'étaient plus protégées des ondes électromagnétiques ambiantes du laboratoire. Et donc à sa grande surprise, dans ces conditions, la quantité quotidienne de toxines qui étaient émises par les bactéries était près de 600 fois supérieure. Donc non seulement les bactéries ont produit plus de toxines pour se protéger des ondes électromagnétiques, mais en plus on a vu que ces toxines étaient beaucoup plus malignes et beaucoup plus toxiques. Donc en fait, quand les bactéries se sentent menacées, elles se défendent en produisant plus de toxines et en se multipliant pour augmenter leurs chances de survie. C'est simplement un mécanisme de défense en fait. Et donc, comme ces dernières années, on a vu la quantité de radiation par mètre carré exploser à cause des téléphones portables, etc. Ça expliquerait pourquoi il y a plus de bactéries et qu'elles sont plus difficiles à éliminer et pourquoi elles sont plus résistantes. Alors, vous vous dites peut-être que si c'était si dangereux, ça se saurait et qu'une technologie néfaste comme celle-là ne devrait pas être autorisée. Mais il faut se dire que cette technologie, à l'échelle humaine, elle est très récente, elle a seulement quelques années. Je pense qu'il faut juste un petit peu plus de temps pour qu'on se rende compte de leur nocivité. Regardez, ça a été la même chose pour l'amiante et pour la cigarette. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport Bio-Initiative qui a été publié en 2007 par un groupe de 20 scientifiques qui ont analysé environ 2000 études concernant les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé. C'est une des analyses les plus complètes sur le sujet. Il y a aussi d'autres études qui ont été réalisées sur les effets des rayonnements électromagnétiques haute fréquence. Il y a 13 pays qui ont participé aux études Interphone sur la relation entre l'utilisation du téléphone portable et les risques de certains types de tumeurs du cerveau. Et notamment l'étude suédoise du professeur Hardel a montré que chez les plus jeunes utilisateurs, le risque peut être multiplié par 5. Donc encore une fois, attention aux enfants qui sont plus sensibles à tout ça. L'utilisation de toutes ces nouvelles technologies n'en est qu'à ses débuts, 10 ans, 10-15 ans, c'est très court pour des études. Donc on peut craindre une très forte augmentation dans les 20-30 ans à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est que de manière générale, on est beaucoup plus vulnérable aux ondes électromagnétiques pendant le sommeil. Dans la chambre, le champ électrique devrait absolument être inférieur à 5 volts par mètre et le champ magnétique inférieur à 1 milligauss. Pour mesurer cela, il existe des appareils qui sont pas très coûteux, mais si vous voulez pas investir dans ces appareils, vous pouvez toujours faire appel à des experts ou bien des géobiologues. Depuis les années 60, on parle du syndrome des micro-ondes ou de maladie des radiofréquences. Ce sont des personnes qui sont devenues électrosensibles, donc plus sensibles aux fréquences qui sont générées par les téléphones mobiles ou qui vivent à proximité des antennes de téléphonie mobile. Dans un instant, on va passer aux solutions et aux alternatives à tout cela, mais d'abord, je voulais attirer votre attention sur les ampoules économiques et fluopactantes qui sont nocives pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles contiennent du mercure, et ensuite, elles ont un effet stroboscopique qu'on ne voit pas consciemment, mais qui est nocif à long terme pour les yeux. Elles émettent aussi un rayonnement électromagnétique beaucoup plus puissant que les lampes classiques à incandescence. Les lampes halogènes basse tension dégagent aussi des champs magnétiques plus importants, et ils sont encore augmentés quand le transformateur se trouve dans le luminaire lui-même. Il semble que les LED constituent une solution d'avenir parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait preuve de toxicité.
Même si elles sont un peu plus chères au départ, quand on calcule le coût de la consommation et de leur durée de vie, il semble qu'au long terme, ce soit la solution financière et sanitaire la plus intéressante. Donc voici maintenant les solutions à conseiller, à diffuser et à appliquer contre les ondes électromagnétiques. Rassurez-vous, même si elles ne sont pas largement diffusées par les médias classiques et officiels, il existe de nombreuses solutions. Pour les radiations émises par les téléphones portables, on pourrait simplement l'utiliser pour de courtes conversations urgentes et l'éteindre quand on n'en a pas besoin, ou bien le mettre en mode avion. Pour les conversations plus longues, on peut mettre par exemple une oreillette à fil. J'insiste bien sur oreillette à fil, parce qu'évidemment, il faut éviter les oreillettes Bluetooth, parce qu'elles émettent en permanence et sont très proches du cerveau. Il existe aussi des housses d'isolation anti-ondes pour les téléphones portables. Moi, c'est ce que j'utilise. Et il existe aussi maintenant des espèces de petites pastilles qu'on colle sur le téléphone et qui protègent des ondes électromagnétiques. Le problème, c'est que tous les 10-20 secondes, quand l'appareil recherche le réseau, à ce moment-là, il émet des ondes plus puissantes pour capter le réseau, et ça, c'est pas très bon. Il faut préciser aussi que quand on parle de téléphone portable, ça inclut aussi les téléphones fixes de maison qui sont rechargeables sur une base électrique, parce que leurs antennes émettent aussi des ondes nocives. Si on veut téléphoner de chez soi avec un téléphone fixe, il vaut mieux prendre un ancien téléphone fixe à fil. Depuis quelques années, certains thérapeutes, naturopathes entendent fréquemment des patients se plaindre d'acouphènes inexpliqués. Vous savez, les acouphènes, ce sont des petits bruits qu'on entend dans l'oreille, des petits bip. Ça peut être vraiment très agaçant. Et quand on pose des questions lors de l'anamnèse, on constate que ces personnes utilisent souvent des téléphones fixes mais sans fil, et qui sont dans leur habitation. Et quand on retourne au téléphone fixe à fil, on voit une diminution des symptômes. On ne peut pas réduire les problèmes d'acouphènes seulement à ça, parce qu'il y a d'autres causes qui peuvent provoquer des acouphènes, comme l'alimentation, certains médicaments, etc. J'ai écrit un livre sur le domaine des acouphènes qui se retrouve dans le boutique solutionsanté.net, si vous voulez en savoir plus. En tout cas, il faut absolument éviter de porter les téléphones portables sur soi. On a vu plus tôt dans cette vidéo que notre corps est géré par notre système nerveux, qui est en fait un grand réseau électrique, et que ce réseau électrique peut être perturbé par la présence des champs électriques et électromagnétiques. Et par exemple, on soupçonne fort que les téléphones portables qui sont portés dans les poches des chemises des messieurs, par exemple, peuvent provoquer de nombreux troubles cardiaques. Il faut aussi éviter de porter les téléphones à hauteur de la ceinture et d'éviter de poser les ordinateurs sur les genoux, parce que ça peut engendrer des problèmes de fertilité, donc une diminution des spermatozoïdes, et aussi d'autres problèmes comme des troubles de l'érection, des problèmes de prostate, etc. Il y a plein de petits gestes quotidiens qui sont simples à mettre en œuvre, comme par exemple éloigner les radioréveils de la tête du lit pour bénéficier d'un sommeil plus paisible et réparateur. On a vu tout à l'heure le problème de la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Donc simplement éloigner le radioréveil ou bien les téléphones portables de sa tête lorsqu'on dort sur sa table de nuit. Plutôt le mettre au fond de la pièce. Pendant la nuit, il vaut mieux aussi couper tous les appareils électriques comme la télévision, l'ordinateur, lecteur de DVD, etc. On peut débrancher les appareils qu'on n'utilise pas ou rarement. Une bonne solution, c'est de mettre par exemple un bloc multiprise avec un interrupteur et de couper l'interrupteur. Non seulement ça protège notre santé, mais en plus ça fait des économies d'énergie. On peut aussi équiper les appareils électroménagers, les lampes, les halogènes, etc. d'interrupteurs bipolaires. Ça permet d'isoler complètement l'appareil du réseau électrique et ainsi d'éviter les pollutions électriques qui sont émises par cet appareil. Pour se protéger des champs électromagnétiques produits par le réseau électrique de la maison, il existe des gaines isolantes, des peintures murales, des toiles à tapisser à coller sur les murs. Un électricien qualifié pourra vous monter une installation électrique non nocive en mettant par exemple un biorupteur qu'on installe sur le tableau électrique.
C'est un petit appareil qu'on place sur le boîtier de fusible et qui coupe automatiquement le courant sur la ligne de la chambre à coucher. Donc grâce à ça, on peut avoir un sommeil privé de tout champ électrique et magnétique de 50 Hz. Pour se protéger des rayonnements des radars, des lignes à haute tension, des antennes de téléphone portable, il existe des revêtements muraux et des tentures ou rideaux protecteurs qui sont prévus pour ça. Et tout ça, ça vous permet aussi de vous protéger des émissions Wi-Fi des voisins. Parce que si vous vivez dans un appartement, par exemple, vous avez le Wi-Fi qui passe à travers les murs de tous les voisins qui vous entourent. À ce propos, pour votre propre Wi-Fi, actuellement, tous les modems ou autres B-Box sont toutes programmées en Wi-Fi par défaut. Il faut donc obligatoirement passer par Internet pour désactiver le Wi-Fi, ou bien on peut demander aux installateurs de le faire quand ils viennent placer le système pour pouvoir se connecter par câble. Donc ça c'est important et pas beaucoup de gens le savent. C'est pas suffisant de couper le Wi-Fi sur son modem, il faut le couper depuis Internet, depuis le serveur même. Il existe pourtant un moyen d'avoir Internet dans toutes les pièces de la maison sans nocivité par le système CPL, courant porteur en ligne. Ça permet d'avoir Internet par le réseau électrique de la maison. Pour ça, il suffit d'investir dans des petites prises à brancher sur le réseau. Il faut compter un budget qui varie entre 60 et 100 euros, donc ça ne ruinera pas notre portefeuille ni notre santé. Avant de passer à la suite, j'aimerais terminer ce chapitre en parlant rapidement de la télévision. On pourrait classer à la fois la télévision dans les facteurs perturbateurs environnementaux ou émotionnels et psychologiques. Parce qu'il y a bien sûr les ondes électromagnétiques émises par la télé, mais il faut se prendre aussi en compte les pollutions informationnelles. La télévision fait partie d'un chapitre à part entière dans les cours de naturothérapie, donc il ne faut pas le prendre à la légère, parce que ça agit beaucoup sur le psychologique. Il y a eu plus de 5000 études réalisées sur le sujet des nuisances de la télévision. Il apparaît qu'il vaut mieux éviter de regarder trop des informations négatives, comme le JT de 20h par exemple, ou les émissions telles Mon voisin a tué sa femme, ou Ma femme est partie avec le voisin, enfin, etc., etc. Ce sont toutes des informations négatives et stressantes. On a noté aussi que plus tôt un enfant est exposé aux émissions de télévision, au plus ses facultés intellectuelles seront amputées et amenuisées plus tard. Les résultats d'études ont aussi démontré sans aucun doute possible l'effet négatif de la télé sur les résultats scolaires de l'enfant. Et elle entraîne également une diminution de l'imagination et de la créativité. On estime à 57% les adultes qui ont une télévision dans leur chambre, 41% les adolescents de 13 à 14 ans et 25% les enfants entre 6 et 8 ans. En 2009, une étude a montré qu'un spectateur typique de plus de 15 ans passe en moyenne 3h12 par jour devant la télévision, ce qui équivaut à 20% de notre temps de veille et à 70% de notre temps libre. Donc ça correspond à peu près à 2 mois sur l'année. Donc la télévision apparaît comme un voleur de temps et de sommeil. Ce sommeil réparateur qu'on sait tellement indispensable au développement du cerveau chez l'enfant, à la détoxication du corps et à la restauration des diverses fonctions chez toute personne. Une autre étude a montré aussi que ça augmenterait la maladie d'Alzheimer chez les personnes entre 40 et 60 ans. Et donc plus on passe d'heures devant la télévision, au moins nos fonctions cognitives sont sollicitées. Tout ça sans parler des autres problèmes de santé qui sont liés à l'inactivité physique, comme la prise de poids due au grignotage, et donc à une explosion du diabète, du cholestérol, des problèmes de circulation, augmentation du tabagisme, augmentation des troubles du sommeil, et donc de la dépression. On a vu que les informations négatives étaient nocives. Il faut faire attention aussi aux publicités, car les publicitaires savent très bien que les enfants entre 0 et 6 ans sont les plus malléables et conditionnables. Des budgets énormes sont alloués à des équipes de chercheurs pour déterminer les images, les couleurs, les mots qui auront le plus d'impact et les plus indélébiles. C'est comme ça que les cigarettiers, les limonadiers
et sans doute actuellement les fabricants de téléphones portables savent que plus tôt l'enfant y goûtera, et au plus il sera accro. Comme le dit le célèbre professeur Henri Joyeux, ce qui est bien avec les publicités à la télévision, c'est qu'elles vous montrent exactement ce qu'il ne faut pas acheter. On terminera ce chapitre sur les facteurs perturbateurs de santé environnementaux en parlant des pollutions domestiques. Elles sont très nombreuses et font tellement partie de notre quotidien qu'on n'y pense même plus. Les matières et les matériaux de notre habitation peuvent nous contaminer. On l'ignore souvent, mais nos tissus, tapis, rideaux, meubles, matelas, mousse des fauteuils, les canapés, les sièges de voiture, ou encore les plastiques de nos appareils électriques et électroniques sont tous traités par des PBDE. Ce sont des produits chimiques qui sont utilisés pour éviter que ça prenne feu rapidement. Comme ils sont présents un peu partout dans la maison, on retrouve des traces de PBDE, surtout en concentration inquiétante dans la poussière. Il faut surtout faire attention aux enfants qui jouent par terre parce qu'ils sont en contact avec la poussière et ils portent souvent les objets, les jouets, les mains à la bouche. Les personnes qui se rongent les ongles ou qui manipulent des aliments sans se laver les mains sont souvent plus exposées au contact des PBDE. Ce sont des polluants très toxiques, perturbateurs endocriniens. Il a été prouvé qu'ils interfèrent notamment avec des hormones thyroïdiennes. Ces hormones qui, pour rappel, jouent un rôle essentiel dans le développement du système nerveux du fœtus et qui régulent une grande partie de notre métabolisme tout au long de la vie. Donc, ça peut entraîner des troubles de la reproduction, un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde, des troubles neurologiques, une diminution du quotient intellectuel et de la capacité d'apprentissage. Donc on peut éviter ça de manière simple en faisant régulièrement le ménage, les poussières, en nettoyant le sol, etc. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, les produits d'entretien ménager contiennent aussi beaucoup de substances toxiques et nocives. Et encore une fois, ce sont les enfants qui sont le plus touchés. Les vapeurs que les produits dégagent provoquent des infections respiratoires. Les alkyphénols, par exemple, qu'on retrouve dans certains détergents, ont été récemment classés comme perturbateurs endocriniens. On les associe à une baisse de la fertilité et à un risque plus élevé de cancer. Les produits de nettoyage pour la salle de bain, les toilettes, la cuisine, la vaisselle, les lessives, les assouplisseurs, tous les produits miracles qui nettoient sans effort et la nouvelle vague des lingettes sont tous des agents polluants supplémentaires. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le grand ménage au naturel » et qui permet de tout nettoyer et désinfecter toute sa maison du sol au plafond par de puissants produits naturels. C'est un livre numérique en format PDF que vous pouvez télécharger sur la boutique solution-santé.net. Sinon, on commence à voir aussi de plus en plus de produits écologiques et naturels qui sont vendus même dans les grandes surfaces. À part les produits d'entretien ménager, il y a aussi tous les fongicides, les insecticides, les engrais pour les plantes qui sont également toxiques. Il existe énormément de remèdes de grand-mère qui sont très efficaces. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Recettes et remèdes de grand-mère » disponible également sur la boutique solutionsanté.net. On a complètement oublié les remèdes naturels comme le jus de citron, le vinaigre, le bicarbonate de soude qui sont vraiment très efficaces. Voilà, je termine ici ce chapitre sur les facteurs perturbateurs de santé environnementaux. J'espère que vous avez appris des choses utiles. On va passer maintenant aux facteurs émotionnels ou psychologiques. Les facteurs émotionnels ou psychologiques sont essentiellement constitués de stress divers. Même s'ils sont de l'ordre de l'immatériel, de l'émotionnel, du vibratoire et de l'énergétique, et donc impalpables, ces facteurs perturbateurs sont aussi considérés comme des pollutions ou des encrassements. Nous vivons tous des contraintes, des conflits familiaux, professionnels ou sociaux, sans compter qu'à cela s'ajoutent des stress purement physiques, qu'ils soient sonores, visuels, énergétiques ou vibratoires. Et tout cela agresse notre système de gestion émotionnelle. Tout problème de santé, avant de devenir physique, a d'abord été d'ordre énergétique, puis psychologique. Et il a aussi été influencé par l'ensemble
de tous les autres FPS, facteurs perturbateurs de santé. Certains spécialistes estiment que plus de 80% de nos problèmes de santé physique proviennent d'abord du psychologique. Donc tout naît d'abord dans la tête pour se traduire ensuite dans le corps. C'est ce qu'on appelle psychosomatique. Des chercheurs estiment que nos pensées négatives affaiblissent notre système immunitaire, parfois pendant 4 heures. D'où l'importance de ne pas passer son temps sur les chaînes d'infos en continu où on est bombardé d'informations négatives en permanence. Il faut essayer aussi d'éviter toutes les personnes négatives dans notre entourage qui passent leur temps à se plaindre ou à critiquer et à voir tout en noir. On appelle parfois ce type de personnes des vampires d'énergie parce que ils absorbent notre énergie positive alors qu'on en a vraiment besoin. Parlons un petit peu du stress. Il y a l'état dit de stress. Ça, c'est quand les stimuli positifs et négatifs sont en équilibre. Vous savez, on a le système nerveux orthosympathique et parasympathique. L'orthosympathique, on peut le comparer à l'accélérateur et le parasympathique, on peut considérer que c'est le frein. Donc quand vous avez un coup de stress, eh bien le parasympathique agit en baissant le rythme cardiaque et c'est comme ça qu'on se calme. Par contre, quand on est en état de distress, ça veut dire que l'équilibre est rompu et qu'on est tout le temps en mode accélérateur. Le parasympathique n'arrive plus à faire baisser le rythme cardiaque. Le parasympathique n'arrive plus à nous calmer. Et donc si on est tout le temps en état de tension ou de stress permanent, c'est là que les problèmes de santé graves arrivent. Le stress est actuellement l'un des facteurs les plus destructeurs de santé. Il faut différencier les bons stress et les mauvais stress. À l'origine, le stress est très utile parce qu'il nous protège des dangers. Sa première fonction, quand on voit un danger, c'est soit la fuite, soit le combat. Mais si on est soumis à des stress permanents, par exemple au travail, si on a un patron qui est toujours sur notre dos, qui nous pousse à travailler toujours plus fort, plus vite, le stress monte. Normalement, on devrait l'évacuer en ayant une action physique. Mais si on n'agit pas à ce moment-là, qu'on garde ce stress négatif en nous, ça se traduit par des problèmes de santé dans notre corps. C'est pour ça, entre autres, qu'on dit que le sport est tellement bénéfique parce que ça nous permet d'évacuer tout ce stress et la relaxation, les techniques de relaxation sont tellement importantes. Si on se retrouve dans un état de stress permanent, ça conduit à un état de fatigue chronique, parfois à des insomnies et donc à la dépression. D'ailleurs, la Belgique et la France comptent parmi les plus grands consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères. J'ai écrit plusieurs livres sur ces sujets, le stress, l'anxiété, la fatigue, les insomnies, la dépression, que vous retrouverez dans la boutique solutionsanté.net. Vous trouverez là un concentré de solutions naturelles pour vaincre ces pathologies sans médicaments. Ce qui se passe en gros quand on est stressé, c'est que le système nerveux orthosympathique, donc l'accélérateur, stimule les glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins et elle libère du cortisol, aussi appelé l'hormone du stress. Et ce cortex surrénal transforme le cholestérol en cortisol. Dans des conditions normales, on entre ensuite donc dans une phase dite de résistance. Là, c'est le système nerveux parasympathique, donc le frein qui fait son travail et qui rétablit l'équilibre. Mais si le stress devient chronique ou trop répétitif, là, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. On entre alors dans une phase dite d'épuisement. Si le cortisol est libéré en permanence de façon chronique, ça a des effets néfastes sur la santé. On appelle ça le syndrome de désadaptation. Le corps qui est baigné dans un excès de cortisol n'a plus les moyens pour récupérer et pour enrayer cet engrenage du stress. Il augmente la production de sucre par le foie et favorise l'hyperglycémie et l'hyperinsulinisme, ce qui mène au diabète. Un excès de cortisol inhibe aussi la destruction des graisses, ce qui peut élever le cholestérol et les triglycérides. Il augmente l'élimination de l'eau par le rein et celle du calcium et du potassium dans les urines. Rappelez-vous la vidéo sur les émonctoires, quand nos portes de sortie travaillent trop et qu'elles n'arrivent plus à éliminer correctement, c'est là qu'apparaissent les problèmes de santé. Cortisol favorise aussi
la rétention de sel, ce qui peut entraîner une hypertension. L'excès de cortisol peut aussi arrêter la croissance chez l'enfant. Il augmente aussi la coagulation et donc favorise les thromboses. Et il diminue aussi les effets du système immunitaire, ce qui favorise les infections et les inflammations. Il stimule aussi l'activité gastrique, ce qui peut entraîner des gastrites ou des ulcères. Souvent, l'un des premiers signes de stress, c'est une fatigue permanente qui s'accompagne aussi d'une sensation d'épuisement et d'un manque d'énergie dû à un sommeil non réparateur, ce qui peut provoquer des troubles de nervosité, d'irritabilité, des pertes de mémoire, des troubles sexuels, baisse de libido, des crampes musculaires, donc souvent dans le cou ou dans le bas du dos, et des douleurs articulaires. Et si on n'écoute pas ces signaux d'alarme, eh bien, les personnes stressées risquent de développer différentes maladies en relation directe avec le stress. Il peut s'agir par exemple de maladies cardiovasculaires, des palpitations, l'hypertension, l'angine de poitrine, ou des maladies digestives, comme des ballonnements, des diarrhées, on l'a dit, des gastrites et des ulcères, aussi des maladies infectieuses à répétition. Ça, c'est dû à une baisse du système immunitaire. Des maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis, des chutes de cheveux, des boutons de fièvre, de l'asthme et des troubles gynécologiques. Ça peut varier d'une personne à l'autre. En fait, le problème de santé apparaîtra au niveau de notre point faible. Pour info, le cortisol naturel a donné naissance à une classe de médicaments qu'on appelle les corticoïdes, plus connus sous le nom de cortisone, qui a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et immunodépressives, mais ces médicaments ont évidemment beaucoup d'effets secondaires. Supprimer le stress, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est découvrir les moyens pour le gérer convenablement. Vous trouverez de nombreux trucs et astuces dans des articles sur solutionsanté.net, sur les moyens naturels de contrer tous ces méfaits sans médicaments, et aussi dans la boutique solutionsanté.net, dans le pack des 7 étapes clés pour être en bonne santé. On sait aussi que le stress est un facteur d'acidification du terrain. Et on sait que si notre pH devient acide, eh bien c'est un terrain favorable aux inflammations et au cancer. D'autres solutions pour gérer notre émotionnel et le stress sont des conseils alimentaires, d'hygiène de vie, de reprise de contact avec la nature ou la pratique d'un sport. Il y a aussi des techniques de relaxation, des massages énergétiques, de méditation, de tai chi ou de qigong. Vous trouverez notamment plein de conseils à ce sujet dans le sommet des médecines naturelles, où j'ai interviewé 14 experts de santé naturelle qui vous donnent plein de conseils et l'accès est gratuit pendant 7 jours. Donc vous pouvez aller sur lesommetdesmédecinesnaturelles.com. Comme on l'a vu précédemment, une maladie est toujours multifactorielle. Donc le but de tout ceci est de diminuer les risques de maladie en diminuant les facteurs de risque. On a vu beaucoup de choses. Alors, n'essayez pas de tout appliquer d'un coup, parce que vous risquez de ne rien faire du tout. Et ça, c'est justement le piège dans lequel il faut absolument éviter. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là, parce que sinon, on risque de ne rien faire. Donc, choisissez un ou deux de ces conseils, ceux qui semblent le plus important pour vous, par exemple, et appliquez-les petit à petit, un à la fois. Baby steps, donc pas de bébé, un à la fois, tranquillement, sans pression. Vous verrez que les autres applications viendront naturellement par la suite, petit à petit. On ne change pas ses habitudes du jour au lendemain. Il faut laisser le temps d'absorber toutes ces informations, et c'est normal. Donc, si vous mettez en application ne fût-ce qu'un seul de ces conseils, vous êtes déjà gagnant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris des choses utiles, et je vous retrouve très vite pour la suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris des choses intéressantes qui vous seront utiles pour votre santé. Dans la prochaine vidéo, je vous promets du lourd, du très très lourd. Nous parlerons du dernier des 3 FPS, les facteurs perturbateurs de santé physique ou chimique. Il s'agit en fait de tout ce qu'on avale, tout ce que notre corps emmagasine et accumule. Nous allons voir ensemble les produits nocifs et les déclencheurs de maladies qui se cachent dans notre alimentation ainsi que dans la majorité des produits que nous utilisons dans notre quotidien.
et je vous dévoilerai les solutions et les alternatives qui sont saines pour notre santé et pour la planète. Franchement, je pense avoir gardé le meilleur pour la fin. C'est sans doute l'une des vidéos les plus populaires que nous avons réalisées et je pense que vous allez l'adorer également. Je vous enverrai le lien de la vidéo par email, donc restez attentifs et gardez un œil sur ce sujet d'email. Comme promis, cadeau gratuit 3 sur 3. Voici ce que je voudrais que vous fassiez maintenant. Si vous avez aimé ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, ça me ferait plaisir que vous me laissiez un petit commentaire sous cette vidéo ou que vous cliquiez sur j'aime ou que vous la partagiez avec vos amis. Ça serait vraiment super sympa. Cliquez également sur les liens ci-dessous pour nous rejoindre sur Facebook et nous suivre sur Twitter car nous annonçons régulièrement de nouvelles informations actualisées sur ces plateformes. Vous serez ainsi assuré de ne rater aucune information importante pour votre santé. Voilà, c'était Grégory Mangano, je vous remercie et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, naturellement.